nous attaquons les moments encore plus importants et je vais avoir le plaisir d'accueillir à la tribune votre président, Loïc Guillemin, sous vos applaudissements renouvelés. Donc Loïc, d'abord, bien sûr, un petit mot d'introduction par rapport au travail fourni, par rapport, j'allais dire, est-ce que cette année, cette saison était excellente, meilleure que l'an dernier, moins bonne que l'année prochaine? Alors moi, j'avais noté la dernière année très bien, l'an dernier, cette année très très bien, et l'année prochaine, sûrement Excellent. Encore mieux. Ça sera encore Quelques excellent. mots sur tous ces textes, et je crois qu'il y avait quelques réflexions. Quelles sont les réflexions que vous apporte un petit peu ce florilège d'articles de qualité? Alors, je ne sais pas si je commence par donner les prix ou si je fais non, on va faire un peu de petit suspense, discours d'abord. un petit discours d'abord, voilà, une petite pause. D'accord. Alors d'abord, je vais remercier le jury parce qu'il y a quand même 154, je crois, articles. Moi, je les ai tous lus. C'était quand même parfois un peu difficile parce qu'il y a des articles extrêmement techniques. Mais le jury a été absolument remarquable. Beaucoup de présence, beaucoup d'échanges. Je vous dois dire que des discussions, des débats acharnés, notamment pour les prix que vous allez bientôt connaître. Et remarque plus générale, l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, j'avais parlé de l'université et de tout l'intérêt que ces articles en français pouvaient avoir pour les praticiens, pour les étudiants, et devaient être reconnus, à mon avis, dans les classements universitaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si nous avons beaucoup avancé, mais on finira par avancer. Et je voulais ajouter autre chose, c'est que pour que ces articles pénètrent vraiment le monde universitaire, et puis ensuite avec toutes les retombées en pratique libérale ou non libérale d'ailleurs, eh bien, il fallait améliorer la qualité des articles. Et comme ici, on a un public d'éditeurs, de rédacteurs en chef, mais aussi d'auteurs, je crois qu'il faut souligner la grande difficulté que nous avons tous. Moi-même, j'ai été rédacteur en chef de la presse médicale, de la médecine interne et d'autres titres. Et c'est la difficulté que nous avons à trouver des lecteurs pour relire les articles. Aujourd'hui, on fait souvent ça en interne. Et donc, il faudrait qu'on essaye de fidéliser un certain nombre de personnes qui acceptent de relire les articles et de les critiquer. Il faut aussi faire un effort sur la présentation. Alors, il y a énormément de progrès qui ont été faits au cours des dernières années, il faut bien le dire. Les revues sont devenues très agréables. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des revues un peu plus difficiles à lire. Et quand on a à nos âges un peu de cataracte, tout ça, ça devient quand même un peu complexe. Donc, je crois qu'il y a des efforts encore que l'on peut faire. Et j'insiste toujours sur le fait des acronymes et des abréviations dans les titres des articles que je critique toujours beaucoup, y compris pour aujourd'hui les IPA. Parce que si tout le monde sait dans la salle ce que c'est, surtout maintenant, eh bien je pense qu'avec un micro-trottoir, eh bien on ne saurait pas exactement ce que c'est. Donc il faut diffuser l'information, et diffuser l'information, c'est aussi la diffuser très clairement. Et on a vu des articles de très bonne qualité, notamment aujourd'hui, mais qui avaient encore des titres contenant des abréviations, ce qui ne doit pas être fait. Donc il faut continuer à améliorer les articles, et c'est comme ça que l'on va gagner un public qui aura encore plus qu'aujourd'hui envie de nous lire. Et puis il faut coller, bien sûr, aux demandes, et là, je crois que toutes ces catégories de journaux qui ont été reconnus, qui ont été primés, montrent que on peut avoir un papier pour chaque public. Et donc, il faut essayer aussi, je pense, d'avoir le public des étudiants, qui sont les futurs lecteurs, finalement, qui sont formés en ville. Autrefois, quand je faisais mes études de médecine, et Alain aussi probablement, on était tous abonnés à un certain nombre de revues médicales. Ça faisait partie, à côté des livres. Bon, maintenant, il y a d'autres moyens, bien sûr, d'information. Mais il ne faut pas oublier les revues médicales, et je pense que le public des jeunes, toutes professions confondues dans le domaine de la santé, eh bien, mérite d'être, on va dire, contacté et essayer d'être incité à lire quand même une littérature excellente. Et les 2 prix que nous allons donner vous montrent à quel point c'est le cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire comme petit message avant de
donner les deux prix. Alors, on y va. Allez, prix spécial du jury. Le prix spécial du jury. Alors, c'est un essai de prospectif. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'articles de revues. Et c'est très bien, des revues générales, des éditoriaux, des réflexions, des mises au point. Mais là, il y avait un article tout à fait excellent, qui est « L'alerte dans le logiciel des médecins généralistes permet-elle une augmentation de la participation au dépistage du cancer colorectal, une étude randomisée monocentrique ». Alors je pense qu'il faut absolument souligner l'importance de tels travaux. Alors ce n'est pas lié nécessairement aux résultats, car on va voir qu'il y a peu de différence entre les deux groupes, mais ce qui est négatif est toujours un résultat qui mérite d'être communiqué, car on va en apprendre, on va retirer beaucoup de choses pour la suite. Et si je vais appeler peut-être le lauréat, ou c'est la lauréate, le docteur Alix Borderiou, qui est, j'espère, dans la salle pour recevoir le prix. Frédéric Chevalier aussi, je crois qu'ils sont tous les deux. Voilà, là je suis au courant, vous voyez, ça qui tombe bien. Ils sont deux. Et on va les interroger sur leur article. Bonjour. Voilà, vous avez ici le grand jury. Voilà. Alors d'abord, c'est la faculté de médecine de Bobigny aussi. Alors c'est une faculté que j'ai connue depuis sa naissance. Et 1969, je m'en souviens encore. Moi, j'étais jeune interne à l'époque, faisant fonction d'interne d'ailleurs. Et j'ai vu se développer cette faculté où j'ai été professeur pendant une bonne vingtaine d'années. Donc, je suis très heureux que ce soit vous qui ayez été choisi, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a choisi, bien entendu. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. On vous a choisi, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je l'ai découvert qu'après, mais vraiment, votre travail mérite cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer les conclusions, et notamment ce 13 versus 16%? Très rapidement, donc pour vous schématiser, on a fait 2 groupes dans notre maison de santé où on a mis dans un groupe, dans les dossiers, une alerte qui s'affichait au moment où on ouvrait le dossier du patient pendant la consultation de médecine générale, qui était une courte phrase « Dépistage du cancer du côlon à proposer » pour des patients qui avaient l'âge du dépistage organisé, donc entre 50 et 74 ans. Ces fameuses conclusions, donc, elles ne sont pas significatives, effectivement, mais il y a quand même une petite différence, une tendance qui tend à montrer que cette alerte a un effet bénéfique sur la réalisation du dépistage par les personnes à la suite de consultations avec leur généraliste. Je rappelle que les chiffres actuels, c'est quand même de l'ordre de 34,6%. Oui, alors c'est très peu en France, c'est très peu. Et comment faire pour améliorer cela? Parce que l'éducation... Alors effectivement, l'objectif qui est mis est à 45%, donc on est très 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 loin des objectifs. Et pourtant, c'est un test qui, à la différence de la mammographie, est pas douloureux a priori, facile à réaliser chez soi. Ah si, je vous dis. Non, c'est vrai, tu fais la moue, mais tu as tort, là. Non, ça s'est amélioré, c'est vrai. Non, c'est très facile. C'est très facile à réaliser. Le kit n'était pas très confortable, mais maintenant il est beaucoup mieux. Ça a beaucoup changé, beaucoup évolué, et ça va peut-être encore évoluer, mais voilà, c'est beaucoup plus simple à faire aujourd'hui. À cela, je rajouterai aussi que, en tant que médecin généraliste, on a une difficulté à mobiliser les patients qu'on suit. Et tout à l'heure, on parlait de l'IA. Pour nous, il y a un vrai enjeu à arriver à avoir une vue populationnelle de nos patients, puisqu'on commence à en avoir de plus en plus. Et le fait de pouvoir solliciter nos patients de façon adaptée pour pouvoir les encourager à faire ce test, il y a vraiment des outils qui nous manquent pour arriver à cela. Et donc là, c'était pour solliciter le médecin, mais peut-être qu'on pourrait faire des dépistages vraiment centrés sur notre patientèle, poussés par le médecin traitant, qui aurait plus d'impact qu'une communication un peu générale. Donc c'est ça. Donc vous discutez le fait que faire une campagne nationale, c'est bien. On voit en effet dans les différents supports et les différents médias. Mais comment est-ce qu'on pourrait en fin de compte faire que le message puisse passer? Parce que je ne suis pas sûr que les médecins généralistes et les autres d'ailleurs soient proactifs dans cette affaire, justement. Donc qu'est-ce qu'on pourrait proposer de plus qui permette de sensibiliser les patients et les patientes? Mais il y a tout un tas de possibilités. Effectivement, il y a le frein du patient, de sa méconnaissance, entre guillemets, du fait qu'il ne se sente pas concerné par ce cancer qui, lui, ne lui parle pas ou dont il entend moins parler, puisque il existe Mars Bleu, donc vous n'avez peut-être pas connaissance, mais qui est le mois pour le dépistage du cancer du côlon, qui est très peu connu.
Voilà, il y a d'autres freins aussi par les médecins généralistes, par la contrainte de temps. C'est difficile pour nous de réussir à trouver le temps de la prévention au sein d'une consultation qui doit durer 15 minutes, où souvent les personnes ont plusieurs motifs puisque c'est difficile d'obtenir un rendez-vous. Enfin, il y a tout un tas de freins pour pouvoir accéder à cette remise de kit qui sera faite, on l'espère. Et pourtant, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Effectivement, il y a donc cette alerte dans le logiciel qu'on a mis. Il y a aussi éventuellement des rappels qui sont envoyés par courrier déjà chez les patients, mais on peut imaginer tout un tas d'autres possibilités, que ce soit en envoyant un SMS de rappel, comme c'est en train d'être travaillé pour la vaccination antigrippale. Ça peut être plus d'informations dans les médias, dans les journaux, sur les réseaux sociaux dont on a parlé aussi. Je ne sais pas si tu as d'autres idées. Déjà, un des résultats aussi secondaires de l'étude, c'est qu'on voyait bien que les étudiants dans la structure avaient parfois un effet plus efficace que les médecins titulaires sur la prévention. Et donc, accueillir des étudiants dans nos lieux de stage, c'est aussi améliorer la qualité des soins. Pour connaître que la culture de la santé publique n'est pas très forte en France. Non ? Oui, c'est ça, c'est un problème de culture. Il faut pousser l'éducation. En tout cas, je vous félicite parce que 2230 patients inclus dans cet essai, c'est quand même tout à fait remarquable de façon prospective. Cela mérite d'être souligné. Et vous l'avez publié en français, c'est encore mieux. Bravo. Voilà, bravo. On vous laisse repartir par là. Bravo, c'était vraiment très très bien. Très bien.